1er juin, donc cette petite incise comme ça, sous forme d'une interrogation ou d'une remarque suivie d'une interrogation. Alors, j'étais en train d'écouter une chronique et ça m'a donné l'idée, ça m'a donné aussi l'idée de travailler une chronique comme ça, enfin un petit quelque chose appelé une petite métaphysique de l'instant qui passe. Donc ça, c'est l'emprunt que je pourrais faire donc à la chronique que je viens d'écouter, ou de pas très bien écouter. En tout cas, ça ne demandait pas tellement comment dire, c'était sur le dimanche, les dimanches soirs, donc on pouvait l'écouter d'une oreille un peu distraite. Voilà, donc revenir sur cette idée que l'on voit quand on écoute ce que disent les autres, quand ils parlent de ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Donc, ils parlent souvent cette problématique de savoir comment parler de l'autre qui est un peu différent, comment le désigner. Il y a quand même l'idée qui doit rester centrale. Pourquoi a-t-on besoin de désigner l'autre par une spécificité, alors chromatique ou linguistique ou autre? Pourquoi? Pourquoi on a besoin encore? Pourquoi ne pas dire un homme d'un certain âge, peut-être, a été finalement a été tué, enfin il est mort suite à une interpellation par un policier. Il y a des pays, finalement, la police est partout et la police agit toujours de la même façon. Donc, qu'elle soit, elle est homogène, la police. Elle ne suit pas, comment dire, une règle, elle ne change pas de règle en fonction de la couleur, en fonction de ceci ou cela. La police agit. Alors évidemment, comme je l'ai appris, au niveau des États-Unis, il y a des polices locales, etc. Donc des consignes peut-être de fermeté plus sévères que dans d'autres localités. Mais cela, donc, un homme que la police finalement tue donc dans l'exercice de ses prérogatives. Voilà, toujours la police comment dire, est là, elle existe. Alors, d'une certaine façon, nous préférons avoir une police plus ou moins institutionnelle plutôt que d'avoir des milices de quartier, milices, je ne sais pas, de défense de ceci, milices de citoyens. Là, c'est plus difficile, encore plus difficile à maîtriser. Et donc la milice qui peut comme ça naître pour aller lyncher quelqu'un, on pourrait appeler ça une milice, mais c'est sous forme de groupement ou d'émeutier quelque part, de lyncheurs. En tout cas, donc la milice est une formation un peu plus difficile à contrôler que peut-être que peut l'être la police, parce que il y a tout de même, elle a des obligations légales, le respect d'un certain nombre de droits constitutionnels. Alors ces droits s'appliquent partout, évidemment, police locale, mais droits constitutionnels nationaux, évidemment, ou fédéraux. Il ne s'agit pas de décider que, etc., etc. Donc le problème de désigner l'autre, pourquoi est-ce que c'est toujours un problème? Par exemple, c'est ça qui est d'ailleurs assez remarquable dans cette affaire, c'est que nous, on désigne l'autre et l'autre nous désigne. Mais ce qui était, par exemple, imaginons ceux qu'on appelle les Arabes, alors que normalement, la tendance ou le souhait, c'est de les intégrer, d'intégrer tous les gens et d'oublier finalement leur spécificité. Cette spécificité devenant presque de l'ordre de l'intime, de l'ordre du privé, et non pas une donnée sociale.
Donc, un Français, un citoyen français, il est d'abord citoyen avant tout. Il ne doit pas, évidemment, comme dans cette affaire, on a dit, donc, le citoyen français d'obédience musulmane, est-ce qu'il doit suivre les lois de sa religion ou les lois de la République? Évidemment, on a répondu par ce que vous pouvez très bien, évidemment, dire vous-même. Donc, fondamentalement, l'histoire est là. Donc après, on désigne l'autre. Pourquoi est-ce qu'on maintient cette forme de relation à l'autre? Pourquoi cela se prolonge? Là, ma pseudo-chronique un peu déborde, j'y arrive pas, je ne l'ai pas préparé, évidemment. Donc mais c'est un besoin toujours, cette question, j'allais dire, la question chromatique, la question de désignation de l'autre, et quelquefois, désigner l'autre, ça manifeste la volonté de garder une distance, et même ça révèle des tensions. Il y a des tensions, c'est-à-dire des tensions réelles ou concrètes, ou des tensions symboliques de l'ordre peut-être d'un legs historique ou de quelque chose qui serait dans la mémoire collective. Alors, normalement, les citoyens, partout où ils sont, devraient d'abord, si l'on doit essayer de trouver une solution, ça se réclamer de leur appartenance à, finalement, à la totalité. La totalité, c'est la terre. Évidemment, avec des déclinaisons, on va le vivant, puis les mammifères, etc., etc. C'est important comme façon. On appartient tous. On a tous des points communs fondamentaux. Donc, plutôt insister sur ça, cette proximité que personne ne peut contester. Après, ce sont que des détails, des différences sur des détails, comme des différences entre les points de vue, je ne sais pas, les sensibilités, les intérêts. C'est pas important. Je peux être différent avec toi sur certains points, n'empêche que je dois quand même être d'accord avec toi sur les points essentiels, sur le régime, sur la nature du régime politique, par exemple, ou sur la nécessité, par exemple, de garder un espace pour l'opposition, un régime politique qui permet justement l'existence d'une opposition, une opposition puissante, une opposition agissante, non pas une opposition de façade, une opposition impuissante. Là, donc, les contre-pouvoirs. On peut être d'accord sur la nécessité d'avoir des contre-pouvoirs. Après, c'est pas important. Évidemment, c'est vrai, l'autre, quand on voit l'autre, et à ce moment-là, on a une sorte de sous-complication de la chose. Alors, celui qu'on désigne comme l'arabe, lui, peut-être qu'il ne se désigne pas comme un arabe. Peut-être pour lui, il est d'abord algérien. Et quand il dit algérien, il est plutôt kabyle, parce que quand il est kabyle, il dit je suis kabyle. Il ne dit pas je suis algérien kabyle, il dit je suis kabyle. Kabyle, c'est une marque déposée. Je ne suis pas arabe, surtout pas arabe. Alors évidemment, l'épicier arabe, c'est un épicier berbère, et pas un épicier kabyle. Peut-être ces kabyles sont peut-être ailleurs que dans le domaine de l'épicerie. Voilà, on parle d'un phénomène qui finalement sera arrivé, mais à un moment, l'épicier arabe, c'était un épicier berbère, peut-être souvent, même peut-être venant du Maroc. Et voilà, l'Afrique du Nord qui s'exporte en France avec toutes ces variantes, mais personne n'est conscient de ces variations. Donc là, c'est la première génération, mais la deuxième, troisième génération, je ne vois pas pourquoi ils continuent de prolonger ces identifiants, ces éléments de différenciation. Alors, un Algérien, lui, il va avoir, je ne sais pas comment dire, il va s'inscrire, au lieu de s'inscrire dans l'histoire, non pas du côté de la France, mais au lieu de dire la France coloniale,
c'est vrai, ça a existé, c'est assez récent, mais moi, je ne m'inscris pas là-dedans. Tant que la France n'a pas de récit historique pro-colonialiste ou mettant en avant les soi-disant aspects positifs qui sont évidemment à négocier, mais soi-disant, je mets des guillemets, évidemment, c'est pas possible de les accepter comme ça, de cette façon. Alors les aspects positifs de la colonialisation, c'est toujours problématique. Évidemment, les Berbères, aujourd'hui, dans leur conflit ouvert avec les Arabes ou les arabophones, vont évidemment dire que c'est ça le truc, l'islam, dire oui, c'était comme ça, À une époque, quand l'islam a apporté la lumière, a apporté donc l'islam qui lui-même est une sorte de cadeau euh, donné par Dieu à l'humanité dans cette vision universaliste, dans cette vision un peu expansive ou expansionniste de l'islam. Voilà comment c'est présenté. Mais les autres, ils le voient comme une invasion. Évidemment, ça en est une. C'est une invasion. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées de cette façon. Après, quand on parle, il faut dire aussi l'invasion des Français. À ce moment-là, on essaie de... Bien sûr, c'est un... il faut essayer de sortir, par exemple, je ne sais pas, le citoyen actuel, de tout rapport qui pourrait l'ancrer dans une période historique ou une autre. L'histoire, il faut la transmettre de manière presque détachée. Il ne faut pas s'inscrire dans cette histoire. Et même, évidemment, on doit faire la différence, peut-être la différence est déjà faite, entre la monarchie, l'absolutisme de la monarchie, l'avènement de la République, qui est évidemment l'antithèse ou supposée telle de la monarchie absolue, donc le régime parlementaire, le régime peut-être plus ouvert, plus égalitaire, un peu moins, un régime plus dynamique, plus favorable ou, ou dynamique de changement, dynamique d'ascension des populations de l'Hexagone. En tout cas, voilà la chose. Alors, donc, l'idée, c'est que on essaie de montrer des doigts un phénomène j'allais dire, de séparation, comme cette idée, ce concept du développement séparé. C'est un peu le cas, quelquefois. Le développement séparé se produit un peu malgré soi. Si il y a des gens qui sont presque pro-complotistes, qui voient dans l'action du pouvoir public toujours l'expression d'une idéologie de domination. Si beaucoup de gens se retrouvent dans les dits quartiers populaires, beaucoup de gens d'origine immigrée, c'est parce que ces lieux-là étaient accessibles financièrement. C'est pas une histoire d'avoir choisi, on les envoie, et après ça fait, on va dire, ça fait naître une sorte de développement séparé, ne serait-ce que par les incitations, finalement, à des petits, à une sorte, à l'émergence d'une sorte de tissu économique un peu subventionné, voilà, les zones franches, etc., la politique de la ville et tout ça. Donc, voilà la question. Dans le développement séparé, malgré soi. C'est pas une politique, c'est une évolution. Alors, l'idée est que, donc, aucun concept n'est un concept qui doit faire peur, qui doit, parce qu'il est attaché à une période historique omis quelque part, parce qu'il porte derrière lui tout un background assez lourd, opératoire, où il nous apparaît en tant que tel, mais c'est ça, donc quand on dit on fragmente, alors afro-américain, mais elle est où cette africanité,
c'était une sorte de démarche plus symbolique qu'effective des anciens, évidemment, arrivés d'Afrique pour créer un lien. Mais cela n'est que de l'ordre du symbolique sur comment dire, concrètement, ces gens-là sont américains. Ils sont américains beaucoup plus, depuis beaucoup plus longtemps que beaucoup de gens qui sont venus d'Europe ou de Russie, etc. Ils ont peut-être une antériorité de 3 siècles ou plus, alors que beaucoup de gens ne sont là que depuis un siècle, 3 générations, 4 générations, voire 2 générations. Et ces gens-là, tout de suite, on les compte parmi la classe dominante. Ils font partie, chromatiquement, ils font partie d'un genre qui est, lui, évidemment, c'est ça le problème. Donc le terme afro-américain est un terme qui, est un terme anti, comment dire, au lieu d'être productif, il est improductif. Au lieu d'être éclairant, il ne l'est pas. Au lieu d'aider à quelque chose, il n'aide à rien. Donc c'est une manière de dire, vous êtes pas totalement américain, vous êtes en partie africain. Tandis que moi, je dis pas, je suis descendant européo-américain. Voilà, ça serait bien de dire ça. Je suis, voilà, les européo-américains, ou les russo-américains, ou les slavo-américains. Et à ce moment-là, donc, je sais pas, voilà quelque chose qui est issu d'une bonne intention, mais qui finalement se retourne contre ses promoteurs. Et donc, une société, bien entendu, on ne peut pas lutter contre les fragmentations ou contre les divisions, juste parce que on a un discours un discours qui est une sorte de parce que on a la volonté on souhaite plutôt, c'est de l'ordre du vœu, et ça se passe pas comme ça. Mais au moins on n'encourage pas, on n'ancre pas ça encore plus dans la réalité par l'usage des termes et des désignations. Ces termes-là prolongent une réalité. Quelquefois, ils empêchent toutes sortes. Alors pour parler de manifestations, au lieu de dire voilà, il y a des hispaniques, et souvent j'ai soulevé la question, quand on ne trouve pas comment désigner l'autre, parce qu'on imagine l'autre toujours dans une opposition, on l'appelle donc hispanique. Hispanique quoi? Hispanique quoi? Hispanique parce qu'il parle espagnol, ou hispanique parce qu'il vient de territoires anciennement espagnols? Et je ne sais pas comment, et dans cette hispanique, est-ce que les Brésiliens, est-ce que les lusophones sont inclus dedans? Ça veut dire quoi concrètement? Dans cette hispanique, peut-être sont évidemment confondus des gens qui ne sont pas favorables à cette identité hispanique, qui seraient plutôt ce qu'on appelle les peuples authentiques, qui seraient plutôt contre qu'on les qualifie d'hispaniques. Ils parlent espagnol parce que, bon, c'est comme ça. Ils sont catholiques, mais parce que c'est comme ça. Ils sont catholiques ou maintenant ils sont autre chose, mais voilà. Donc c'est facile, c'est la facilité, l'habitude prise d'aller au plus facile, d'aller au plus pratique. Voilà, c'est les hispaniques. Alors, c'est pourtant, j'imagine, se traiter comme ça sommairement d'hispanique, j'imagine que de leur côté, ils ne se qualifient pas de ça, comme ça, et puis ils sont plutôt dans une sorte d'affiliation à leur pays d'origine. Je suis salvadorien avant d'être hispanique, je suis costaricien avant d'être ceci, cela. Donc,
Le problème, c'est qu'il faut aller vers une société beaucoup plus, comment dire, beaucoup moins fragmentée, parce que c'est comme ça. Et ceux qui justifient ou ceux qui ont intérêt à maintenir la séparation, je peux comprendre leur motivation, mais ceux qui promeuvent la séparation parce que finalement ça leur apparaît totalement allant de soi. Non, ça va pas de soi justement. Donc après mondial, internationaliste, là, ça a du sens. Je suis un international, je suis un supranational, je suis un terrien, je suis un être, tout simplement. Je suis un être, je suis sur cette terre. Je suis pas sur ta terre, je suis pas sur ma terre, je suis sur terre. Là où je suis, bah, évidemment, ça devient un peu ma terre, mais c'est une terre que je vais évidemment confier à quelqu'un d'autre. C'est pas une terre que j'ai en usufruit perpétuel. Là, c'est ça. De toutes les façons, toutes ces déterminations, toutes ces spécifications ne sont que momentanées, transitoires. D'autres regroupements vont naître ainsi. C'est comme ça. Je ne peux pas dire l'ère des tribus, l'ère des... Ça n'a jamais cessé. Alors ce sont des tribus, évidemment, d'une autre dimension, d'une dimension assez difficile à imaginer. Quand une tribu compte des millions de gens, on peut appeler la tribu Maroc. Après, dans cette tribu, il y a des clans. Alors, les clans, c'est les gens par région, les gens par accent, les gens par, par préjugés. Voilà. Moi, j'ai ce préjugé sur l'autre et donc j'appartiens à ceux qui nourrissent et ceux qui, finalement, propagent ce préjugé. Donc voilà, moi je vois les gens, voilà, là-bas, dans l'autre côté, ils sont noirs. Tandis que moi je suis ben noir, évidemment. Si je traite l'autre de noir, ça veut dire que moi je suis son opposé. En tout cas, qu'est-ce qui est l'opposé du noir? C'est pas. C'est donc simplement pour dire toujours comment désigner l'autre, pour résumer comment désigner l'autre sans prêter le flanc à la perpétuation et à de clichés, voire pire, de postures ou de positionnement discriminant, non pas discriminant, non, mais de positionnement fragmentant. Voilà comment, qui, d'une certaine façon, la fragmentation conduit à presque à justifier que qu'on n'ait pas un traitement, qu'on n'ait pas le même traitement pour tout le monde, parce que ben, vous êtes sur les territoires, vous avez besoin du même territoire que moi, mais parce que vous êtes différent, donc vous n'avez pas besoin de beaucoup avoir. Vous devez rester un peu dans une certaine modestie. Alors, la classe, les gens dits noirs, évidemment, ce sont souvent des gens dans une position économique. Voilà, comme ça qu'on les présente. Ils sont souvent dans une position économique difficile, précaire, etc. Toujours comme si la précarité était réservée à ceux dits noirs et pas presque à tout le monde. Donc, il faut un projet, toujours un projet englobant, un projet intégrant. Et évidemment, on voit de l'autre côté l'émergence ou la revivification de projets qui évidemment, comme l'hydre à sa tête, quand ça meurt, ben, ça revient, ça se régénère. Et il n'y a pas moyen de tuer le nationalisme, le localisme. Voilà, le localisme, c'est une version, évidemment, un nationalisme de proximité, un nationalisme du pas de porte, quoi, simplement. Voilà, donc, au lieu que ce soit les voisins vigilants, alors ce serait les voisins localisants, les voisins, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, c'est
c'est extraordinairement inquiétant, cette tendance à favoriser le repli sur soi et le repli sur ce que l'on a, et de refuser l'idée de l'échange et l'idée que le monde est un monde uni. C'est pas du mondialisme, c'est du, comment dire, c'est de la réalité. Les choses ne s'arrêtent pas aux frontières. Quand il y a une catastrophe, elle connaît pas les frontières politiques. Donc voilà, donc les choses qui font que l'on doit plutôt encourager toutes les initiatives visant à réfréner la tendance que nous avons au repli et à l'intéressement pour nous-mêmes et à développer des sortes de discours ou des points de vue toujours excluants, toujours rejetants pour une raison ou pour une autre, peu importe. Donc je ne sais pas si je m'en suis sorti, j'ai pas l'impression, en tout cas c'est juste aussi un moment pour me relancer dans la prise de parole avant de passer à autre chose. C'est vrai que ça paraît confus, et qu'est-ce que j'y peux? C'est confus, mais la réalité est confuse elle-même. Et puis, c'est difficile de trouver des arguments par soi-même ou de trouver des arguments ailleurs. Dans ce registre, il n'y a rien de neuf. On s'intéresse plus à ceux qui sont pour la fermeture que sont ceux qui sont pour l'ouverture. C'est un peu les idiots utiles, les gens inconscients des conséquences de ce qu'ils proposent, ce qu'ils pourraient proposer. Voilà, tu proposes d'ouvrir les frontières, de faire ceci, de cela, d'être généreux, de partager, mais tu sais pas dans quoi tu t'engages. Si tu partages, évidemment, tu vas devoir sacrifier ton niveau de vie. Si tu partages avec l'autre, bah, tu en auras moins pour toi. Voilà la question. Évidemment, c'est pas le nationalisme, c'est pas le repli, c'est pas non plus ce système basé sur les échanges et sur la création de besoins sans cesse évidemment renouvelés, de besoins pas tellement nécessaires. Alors comment envisager un autre monde, surtout quand ce monde est comment dire, il y a des sortes de, comment on peut appeler ça, il y a un terme que j'ai oublié, des redondances. Il y a trop de redondances. J'ai pas trouvé le terme, mais je trouvais celui-là, des redondances. Je sais pas, on construit, on va quelque part, on va essayer d'apporter quelque chose, investir dans un pays, on va investir de la même façon qu'on a investi ailleurs, en sachant que c'est déjà de l'investissement qui n'est pas porteur d'avenir. Donc on va produire dans des régions, on va produire la même chose qu'ailleurs. Donc obligatoirement, ça conduit quoi? Ça conduit à un surplus de production. Et donc, ou alors à une concurrence entre régions, concurrence inutile. Si par exemple il y a un microclimat quelque part qui donne des caractères uniques à un produit, alors là évidemment si on doit produire, imaginons qu'on doit produire quelque chose, si on doit rapprocher le lieu de production final du lieu je sais pas, rapprocher l'usine de transformation de la mine, on peut comprendre évidemment quelque chose de très intégré, mais que l'on va, je sais pas, c'est ça le problème. Même production, qu'est-ce qu'il faut faire un système mondial? Quelle est finalement la chose la plus importante à produire partout? Évidemment, avec cette histoire de valeur
si on produit quelque chose à l'importation, peut-être ça va être plus rentable, ça va amener des devises, ça va amener des moyens de paiement. Alors que si on produit pour la consommation intérieure, on préfère importer pour importer quelque chose à consommer plutôt que de la produire soi-même alors qu'on a la capacité de la produire. Donc on va réserver des terres et des ressources pour la production de quelque chose que l'on va exporter dans un système ultra concurrentiel, quitte à ce que cette chose-là, finalement, à un moment donné, soit vendue à des prix assez peu rémunérateurs. Je ne sais pas, jouer la concurrence, ça veut dire évidemment la guerre des prix, ça veut dire qu'il faut par ailleurs encourager, quand il s'agit de vin et d'alcool, il faut encourager la surconsommation. Et on voit les problèmes que l'alcool cause et il risque de toujours causer. L'alcool n'est pas une boisson, n'est pas quelque chose de, comment dire, n'est pas une production comme une autre. L'alcool est un produit dangereux à utiliser, évidemment, avec beaucoup de précautions. Ce serait l'alcool pas consommé tous les jours et peut-être à des moments particuliers, vraiment. Mais voilà, on crée finalement l'accoutumance parce qu'il y a de la production, parce que... Donc, le monde à imaginer. Là, c'est la chose que j'aurais voulu intégrer dans un petit développement sur l'économie. Je garde le reste pour un petit développement sur l'économie. Si cela vous a intéressé dans cette forme-là, brouillonne, mais c'est ça qui fait la spécificité de cette prise de parole, c'est qu'elle est brouillonne. C'est que peut-être elle n'a rien d'original, qu'elle n'apporte rien d'original, mais elle apporte surtout, elle démontre par sa réalité, par son existence, la permanence d'un désir, la permanence d'une question, la permanence de la volonté d'aboutir à quelque chose de moins clivant, de moins ceci, de moins cela, aller vers le plus d'intégration, plus de non pas d'altruisme, mais plus d'homogénéisation, évidemment dans le bon sens du terme, une homogénéisation sur la base, enfin, je sais pas, homogénéisation, égalisation, permettre évidemment à tout le monde de pouvoir finalement que tout le monde puisse avoir accès finalement à ce dont il pourrait avoir besoin sans évidemment cet égalitarisme ne doit pas être un égalitarisme absolu, c'est évident. De toute façon, c'est une vue de l'esprit, l'égalitarisme absolu n'existe pas. Mais après, c'est ça, donc c'est la volonté de trouver comment régler, comment s'en sortir d'une sorte d'impasse intellectuelle ou d'impasse cognitive ou d'impasse sociale ou d'impasse symbolique ou d'impasse culturelle. Il y a une impasse par rapport à comment désigner l'autre sans le ramener à quelque chose qui va finalement le réduire à une partie, à n'être qu'une partie, alors qu'il n'est pas que cette partie que l'on désigne en lui. La personne n'est pas seulement une partie, mais une totalité. Sa totalité, elle peut être presque, finalement, elle peut considérer la partie comme presque anecdotique. Le fait, c'est pas important. Le fait que je sois chromatiquement différent n'est pas le critère le plus important pour moi. Après, c'est comment je vis. C'est très compliqué. C'est très compliqué. La façon qu'il y a de montrer que c'est compliqué, c'est de vous aussi, de vous y lancer, d'essayer de vous-même, de façon comme ça, improviser,
de vous lancer dans dans la tentative de domestiquer ce type de vous approprier ce type de questionnement. Allez-y, n'ayez pas peur, cela ne fait pas de mal, cela fait plutôt du bien et ça affûte un peu l'esprit critique, l'esprit propositif, voilà, c'est la chose dont on ne cesse de dire que c'est l'attrait le trait le plus singulier que nous avons par rapport, on imagine que la capacité de réfléchir, la capacité de raisonner est une capacité qui nous distingue, qui nous rend, je sais pas, unique. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, gardons ça pour l'instant. Disons que réfléchir, ça nous donne la possibilité de mieux vivre avec nous-mêmes et avec les autres, si cela est possible.